Les métaux des terres rares sont une ressource vitale pour la production et les chaînes technologiques du XXIe siècle. Ils constituent la base des produits utilisés dans l'industrie aérospatiale, l'industrie de la défense, les véhicules électriques, les éoliennes, les smartphones et autres appareils de haute technologie. Parmi les exemples, on peut citer le néodyme, utilisé pour fabriquer les aimants puissants pour les moteurs électriques, et le lantane, utilisé dans les batteries et les instruments optiques. Compte tenu des perspectives de développement des énergies alternatives ainsi que de la course technologique entre les pays, la demande en terres rares ne cesse de croître. Dans le même temps, la production mondiale de terres rares est extrêmement concentrée. L'acteur clé est la Chine, qui domine ce secteur et joue le rôle de principal fournisseur pour la plupart des économies mondiales, y compris les États-Unis. L'économie américaine a traditionnellement été fortement dépendante des importations de métaux rares ou de terres rares. Jusqu'à 80% de ses ressources proviennent de Chine. Cette dépendance est exacerbée par le fait que malgré leurs propres gisements, comme la mine de Mountain Pass en Californie, les États-Unis ne disposent pas d'infrastructures de transformation suffisantes pour approvisionner le marché intérieur et réduire leur dépendance vis-à-vis des producteurs chinois. Actuellement, la majorité des terres rares américaines sont extraites et envoyées en Chine pour y être traitées et converties en produits finis ou semi-finis. Cela rend les États-Unis particulièrement vulnérables en cas de sanctions. Restreindre l'approvisionnement de la Chine, que ce soit par des interdictions formelles ou des barrières indirectes, par exemple le douanier, comme celles qui ont été décidées récemment par Donald Trump, entraînerait des perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement des secteurs clés tels que la défense, les véhicules électriques, la technologie 5G et les énergies alternatives. La Chine occupe une position dominante dans la production mondiale de terres rares. On estime que la Chine représente environ 60% de la production mondiale de métaux des terres rares et détient plus de 90% de sa capacité de raffinage. Les infrastructures développées et l'accès à de vastes gisements permettent au pays de contrôler non seulement la production, mais aussi la transformation, ce qui en fait un quasi-monopole dans ce domaine. Selon les experts, les sanctions américaines et voire aussi les dernières mesures douanières annoncées par Trump entraîneront sans aucun doute une diminution des exportations chinoises de terres rares car le marché américain reste l'un des plus gros consommateurs. Pékin est cependant capable de s'adapter. D'importantes réserves nationales, une consommation intérieure croissante et la réorganisation des exportations vers d'autres marchés prometteurs, par exemple en Europe ou en Asie du Sud-Est, contribueront à minimiser le coût porté à l'économie. Un autre aspect important est l'approche stratégique de la Chine en matière de ressources. Au cours des dernières décennies, le gouvernement chinois a investi dans le développement du marché des terres rares, prenant ainsi le contrôle de la production à l'échelle mondiale. Ces métaux sont utilisés comme outils diplomatiques dans les négociations avec les principales économies, permettant à la Chine de négocier des conditions commerciales plus favorables. Alors, si la Chine restreint ou arrête ses exportations de métaux des terres rares vers les États-Unis, cela porterait-il un coup sérieux à l'industrie américaine, notamment de défense, surtout à court terme? La forte dépendance à l'égard des approvisionnements chinois signifie qu'une forte réduction des importations entraînera une augmentation des coûts et des retards dans les chaînes de production. Alors, cela pourrait-il par conséquent ralentir le développement de projets aussi cruciaux que la production de véhicules électriques, la construction de centrales éoliennes et le développement des technologies militaires et de communication? Alors, pour discuter de toutes ces questions dans le contexte international actuel, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis Akram Khariev, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Akram Khariev, bonjour et merci encore une fois de répondre positivement à notre invitation
pour nous accorder cet entretien. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, Akram Khalif, les États-Unis pourraient tenter de réduire leur dépendance envers les fournisseurs chinois en augmentant leur propre production. C'est une idée qui peut venir à l'esprit, vu le contexte international, notamment le maintien des... Donald Trump vient d'annoncer la suspension pendant 90 jours de tout ce qu'il a annoncé par rapport aux droits de douane, exception la Chine. Mais cela nécessiterait beaucoup de temps et d'investissement. Et les experts estiment qu'il faudra jusqu'à 10 ans pour développer une industrie nationale de transformation de métaux de terrain. De plus, il existe des restrictions environnementales qui freinent le développement rapide de ce secteur aux États-Unis. Alors, sans une coopération internationale active ou la découverte de nouvelles technologies de recyclage, les États-Unis resteront vulnérables dans les années à venir. Alors, dans ce contexte, est-ce que Trump n'est pas en train de se tirer une balle dans la tête ou dans le pied, pardon, ou peut-être même dans la tête pour le secteur militaro-industriel, parce qu'en réalité, c'est la seule industrie, on peut dire, qui reste aux États-Unis, qui existe encore aux États-Unis, avec sa nouvelle politique douanière. Bien sûr, les États-Unis aujourd'hui, avec Donald Trump, sont en train de commettre un véritable crime économique contre leur pays. C'est vrai que les États-Unis restent le pays occidental le plus industrialisé et qui centralise le plus de nouvelles technologies. Donc, c'est un pays quand même qui a gardé des capacités industrielles, ce qui n'est pas le cas de l'Europe, par exemple. Mhm. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de se priver à moyen terme de véritables capacités industrielles et de progrès. En fait, la question des tarifs douaniers ne concerne même plus l'importation de biens ou de matières premières de la Chine. Cela va créer une sorte d'économie en cocon qui ne va plus être concurrencé par des prix venant de l'extérieur, et donc qui ne sera plus obligé d'innover, qui ne sera plus obligé de créer de nouvelles choses, et donc qui sera plus cher par rapport aux pays adverses qui auront eux aussi répondu par des tarifs douaniers augmentés. Et à moyen terme, c'est toute l'industrie américaine, pas que militaire, hein, qui va devenir caduque, qui va être déconnectée de l'économie mondiale et donc qui, petit à petit, deviendra complètement désuète. On voit le contre-exemple, par exemple, avec la Russie. Le fait qu'elle ait été isolée à un moment où son économie était en pleine dynamique a fait que la Russie a rattrapé un grand retard à cause de cet isolement. Mais ceci a une seule condition, c'est que le marché intérieur russe était prêt à absorber. Mhm. Aujourd'hui, Absolument. le marché intérieur américain, que ce soit l'armée américaine ou la population, ne sont peut-être pas prêts à absorber tout de suite le choc d'une privation ou d'une augmentation des tarifs des produits finis. Et surtout, sur le moyen terme, cela va créer un monstre économique qui atrophiera donc le paysage industriel américain. Alors, vous avez pointé une chose qui est très importante. Vous avez dit que, alors, supposons, restant, enfin, au moins dans l'armement, parce que c'est une chose que nous avons vu comment les choses se sont déroulées, par exemple, en Ukraine ou actuellement à Bab el-Mandeb. Déjà, l'armement qui est utilisé par les Américains, et c'est dit par tout le monde que c'est un armement qui est très cher par rapport à ses homologues ou Et pas aux forcément contre-mesures qui sont efficace. faites, hein, Et pas forcément efficace. et pas forcément efficaces. Mais restons-en là, c'est-à-dire déjà la cherté seulement.
Alors, dans ce cas, moi, c'est-à-dire que la question que je me pose, est-ce que ces gens n'ont pas réfléchi, c'est-à-dire aux décisions de rétention chinoises? Parce que les Chinois, finalement, ils peuvent même, si, parce que bon, Trump, il est un peu businessman. Sa méthode, peut-être, elle est bonne pour conclure des accords immobiliers, mais pour gérer des questions de géopolitique de très haut niveau, cette méthode ne marche pas parce qu'in fine, si les Chinois voient que leur pays est menacé ou que leur souveraineté est menacée, ils peuvent décider de décisions, même si elles sont à leur encontre, dans le but de sauvegarder leur souveraineté. Et dans ce cas-là, par exemple, tout simplement, ils peuvent décider de ne plus exporter les terres rares qui sont nécessaires justement à ce complexe militaire industriel. D'ailleurs, ils ont annoncé l'arrêt de l'exportation de l'antimoine, qui est utilisé dans l'armement américain, alors que l'industrie américaine, 90% de l'antimoine qu'elle utilise vient de Chine. Alors Non, pourquoi comment peut-on analyser c'est très ça? dur à expliquer parce que la motivation réelle de Donald Trump n'est pas connue. On a plusieurs théories. On a des théories économiques qui disent que Donald Trump et sa clique sont en train de faire à une échelle mondiale ce qu'on appelle dans la finance internationale du dump and pump. Donc, faire baisser artificiellement les cours, faire cracher les cours pour pouvoir racheter massivement des actions. Donc, on l'accuse déjà, on commence à accuser Donald Trump d'avoir préfabriqué cette crise. On l'accuse aussi de vouloir artificiellement déconnecter le dollar de l'économie mondiale et de mettre tout seul fin à l'hégémonie du pétrodollar et du dollar. Et ceci pour enlever cette surévaluation de la monnaie américaine et en faisant ça, rendre le dollar moins cher et donc rendre les produits américains plus exportables malgré des tarifs douaniers élevés du côté européen. Donc, les États-Unis, en faisant ça, pourraient virtuellement équilibrer les pertes et continuer à être pays exportateur vers essentiellement vers l'Europe, bien sûr. Et ensuite, poser des barrières aux produits venant du reste de l'Occident et de la Chine. Donc, on ne connaît pas aujourd'hui les véritables motivations. Ce qui est certain, c'est que on a deux phénomènes. Le premier, c'est que en Occident et aux États-Unis en particulier, l'élite politique réfléchit sur un temps très court. On est en Exactement. train, Donald Trump réfléchit au mi-terme, donc à un horizon de 2 années. Mhm. Euh, dès qu'il arrivera à son mi-terme, il pourra passer à autre chose. Il commencera à réfléchir à sa succession. Donc, 2 années sur l'échelle de l'histoire d'un pays, ce n'est absolument rien. Lorsqu'on voit C'est que une Xi demi-journée. Jinping, bien sûr, Xi Jinping est en Chine depuis plus de 10 ans et on considère qu'il est encore novice et qu'on considère qu'il est encore dans une phase de construction de De son son leadership. exactement de son leadership, mais surtout de Mhm. son plan économique et de développement pour la Chine. Donc les États-Unis ne sont pas dans cette configuration-là. Les États-Unis aujourd'hui ont de la ressource, ont des réserves, ont du stock, peuvent tenir ces 2 prochaines années. Et après, le bébé sera refilé aux démocrates, il sera refilé à l'opposition, qui, elle, se dépatouillera comme elle pourra. D'accord. Bien. Alors, pour approfondir encore un peu, parce qu'on aimerait bien sortir du brouhaha qui est dans les médias de pro et anti-Trump, et on aimerait bien prendre un peu de distance et regarder les dynamiques réelles. C'est ça qui vont permettre de donner une image juste de la situation. Alors, pour continuer dans le même élan, pour la Chine, l'introduction éventuelle de sanctions, c'est ce que Trump n'arrête pas de dire, ou de droits de douane, ou de droits douaniers donc exorbitants par les États-Unis, compliquera certainement encore davantage les exportations et réduira les revenus des producteurs des terres rares. C'est ce que espèrent en tout cas euh, certains autour de l'administration américaine. Euh, mais ce problème
ne sera pas aussi critique pour l'économie chinoise que pour celle des États-Unis. Parce que ces dernières années, la Chine s'est efforcée de diversifier ses flux d'exportation en coopérant avec un certain nombre de pays comme l'Union européenne, l'Inde et des pays africains. De plus, la demande intérieure, parce que, comme vous venez de le dire, l'industrie chinoise continue son expansion et son développement. La demande intérieure croissante de la Chine en terres rares pour sa propre production de haute technologie, par exemple pour la production d'électronique, de transport et d'équipements, permet une redistribution aussi efficace des ressources extraites vers le marché intérieur. Il est également important de comprendre donc que les sanctions peuvent être utilisées par la Chine à des fins de pression politique et restreindre l'approvisionnement en technologies et ressources clés est un outil puissant pour influencer l'économie américaine, faisant de Pékin un acteur fort dans ces conditions internationales. Alors, en analysant le potentiel des deux parties, alors sur quoi, à part c'est-à-dire ce jeu-là de la bourse ou dans le casino fictif de la bourse, c'est-à-dire dans l'économie réelle, le potentiel des deux parties, peut-on conclure que les États-Unis seront dans une position plus faible à court terme? Oui, clairement. La Chine maîtrise les deux bouts du tunnel. Elle est à la fois producteur de terres rares et raffineur, et elle est aussi producteur de technologies. Donc, elle a son propre marché, elle a un marché à développer. Je pense que ça va lui donner un élan supplémentaire pour développer encore plus ce marché. On parle de plus en plus d'une prochaine, c'est lié de manière indirecte, mais ça peut avoir un impact que la Chine va arrêter toute coopération sur la propriété intellectuelle avec les pays étrangers. Ça veut dire que désormais, les industriels chinois auront le droit de copier et de revendre à bas prix ce qu'ils veulent, chose qui était interdite par le gouvernement chinois au préalable. Donc, ça va encourager l'industrie chinoise et de toutes les manières, le marché mondial euh, est encore vierge par rapport aux capacités de production chinoise. Donc, la Chine va tirer avantage, je pense, de cela. Si le prix des terres rares augmente, la Chine engrangera plus d'argent. Si ce dernier diminue, ça lui permettra de développer sa propre industrie technologique à bas prix. Et n'oublions pas que nous avons à côté des pays émergents qui ont aussi un besoin en terres rares, la Corée du Sud, le Japon, l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, et j'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, d'autant plus que ce sont des puissances asiatiques connaissant un peu leur culture millénaire, quand ils verront dans les quelques années à venir comment l'Occident se comporte, euh, on peut se demander est-ce que ils voudront tout le temps encore continuer à être ses Bien sûr. collaborateurs. Alors, dans le même sens, les industries de haute technologie de défense donc, sont particulièrement vulnérables aux ruptures d'approvisionnement en terres rares. Et la Chine, au contraire, donc, grâce à sa base de ressources, à sa stratégie à long terme de monopolisation de la production des terres rares et à ses liens économiques diversifiés, se révèle beaucoup plus résiliente. C'est ce que vous voulez donc d'expliquer. Alors, même si les exportations vers les États-Unis sont restreintes, Pékin est en mesure de réorienter donc ses ressources vers le marché intérieur et d'exporter vers d'autres régions. Alors, et la Chine, qui détient une part importante du marché mondial des terres rares, est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, elle pourrait utiliser ces ressources comme un élément de pression économique et de jeu géopolitique? C'est-à-dire au-delà juste d'action-réaction aux mesures de rétorsion par rapport aux droits de douanier, mais elle va vraiment passer à un stade supérieur où elle utilise ça comme un moyen de pression. Et puis, a-t-elle le plus de chances de faire face à la pression économique et d'utiliser la situation actuelle à son avantage dans ce cadre? Bien sûr, la Chine va en faisant face aux pressions américaines et aux sanctions américaines sur les tarifs douaniers, va
avoir une sorte de monopole de fait sur les terres rares. Et on le voit aussi, la Chine est en train de conquérir le monde en termes d'exploration minière et elle est à la recherche de terres rares un peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Je pense que la prochaine guerre géopolitique, la prochaine confrontation géopolitique sera sur le terrain minier et celui des terres rares, notamment en Afrique, peut-être en Asie aussi. C'est un élément important et la Chine est déjà prépositionnée dans ce marché-là et dans cette compétition-là. Et ça va noter probablement le recul des États-Unis. Et donc, et si l'on rajoute donc le potentiel que peut apporter la Russie dans sa coopération avec la Chine, comment on ne comprend pas justement comment les États-Unis peuvent jouer à ce jeu. Comment C'est possible, c'est possible que la Russie, que les États-Unis ont un espoir de rallier à sa cause la Russie. On a vu que il n'y avait pas de tarifs douaniers appliqués à la Russie. Bon, je ouais, sais parce qu'il y a que plus de là, commerce aussi voilà, entre il n'y a la pas de Russie et les commerce, États-Unis. mais on est en phase de négociation entre Moscou et Washington. On est en train de reprendre langue entre les deux capitales et ça ne part pas sur une dynamique négative. Il se peut que la Russie se retrouve un peu à jouer l'arbitre entre la Chine et les États-Unis, mais même en jouant l'arbitre, cette position-là arrange les États-Unis parce que ce que ne veut pas Washington, c'est une alliance entre Moscou et Pékin et que la Russie ouvre son territoire aux compagnies chinoises pour l'exploitation et l'exploration minière, parce que la Russie est clairement une des zones les plus riches en termes de sous-sol dans le monde et que cela pourrait changer la donne si, en plus des gisements qui existent en Chine, la Chine ait accès aussi à une partie de ces gisements en Russie. Cela créerait une sorte de monopole de bout en bout sur les technologies avancées au profit de la Chine. D'accord. Alors, les puces, un autre sujet qui est très important, qui rentre dans ce jeu-là de sanctions et de contre-mesures. Donc, les puces et la technologie des semi-conducteurs, et c'est très important et qui constitue la base de l'électronique moderne, de l'électronique grand public, jusqu'aux équipements militaires sophistiqués. Alors, dans ce domaine, les États-Unis, qui sont un leader dans le développement et la production de semi-conducteurs, ont pris un certain nombre de mesures restrictives concernant la fourniture de puces à la Chine dans le cadre d'une lutte stratégique pour la supériorité technologique. Cependant, donc cette politique est très controversée. Alors pourquoi? Alors d'une part, les restrictions visent à affaiblir la puissance technologique de la Chine. D'autre côté, il crée des risques pour les producteurs américains eux-mêmes qui dépendent fortement justement du marché chinois. Alors, les puces de haute technologie telles que les processeurs, pardon, et les microcontrôleurs sont principalement développés aux États-Unis, bien que leur production soit souvent, donc l'ingénierie est faite aux États-Unis, mais la production physique est souvent liée aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Et dans ce cas, donc, on a les principales capacités de production se trouvent dans les pays asiatiques, justement, et notamment à Taïwan, en Corée du Sud, et la Chine, malgré donc d'importants efforts pour développer sa propre industrie, reste quand même dépendante donc des importations de puces de haute qualité, principalement en provenance des États-Unis et de leurs partenaires. Et alors, les États-Unis considèrent le problème ici, parce que les États-Unis considèrent la Chine comme une menace pour leur leadership technologique et leur sécurité nationale. Et l'un des principaux arguments en faveur de l'imposition de sanctions était que les technologies des semi-conducteurs fournies à la Chine pourraient être utilisées pour renforcer les capacités militaires de ce pays, ainsi que pour développer des technologies qui menacent la domination américaine, par exemple dans l'intelligence artificielle et d'autres industries stratégiques importantes. Alors, à votre avis,
Quelles conséquences cela a-t-il pour la Chine? Et la nouvelle politique douanière des Américains qui s'y ajoute compliquera-t-elle davantage la situation pour Pékin ou au contraire ouvrira d'autres horizons? Et puis, à votre avis, quelle solution de rechange pour la Chine dans cette Bon, situation? d'abord, la Chine est sur une dynamique d'investissement énorme dans le domaine des microprocesseurs depuis quelques années. Elle est en train d'injecter des dizaines de milliards de dollars dans cette industrie-là et compte rattraper son retard. D'ailleurs, la Russie aussi a pris conscience de ça, est Absolument. en train d'investir dans ce domaine-là. On a les plus gros investissements mondiaux ces dernières années se font en Chine et en Russie. On a de plus en plus de microprocesseurs de qualité qui sortent des chaînes de production chinoises. Ils ne sont pas encore au degré de gravure de ceux qui sont produits ailleurs, mais petit à petit, les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Chine regarde dans le temps long, mais dans quelques années, je pense que le retard sera rattrapé. Le risque aujourd'hui, c'est que cette situation crée l'ouverture d'un nouveau front hein, et que la Chine décide de spolier carrément le marché des microprocesseurs en supprimant la source qui est Taïwan. Et Mhm. donc, ça risque de relancer la crise et ça risque de donner une véritable raison à Pékin d'envahir l'île et de s'approprier carrément cette industrie-là ou bien la détruire. Aujourd'hui, la motivation qu'a la Chine pour envahir Taïwan est beaucoup plus justifiée qu'il y a quelques mois, quelques années. Cette crise-là peut la mener À carrément prendre oui, le oui, 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 contrôle de clairement, l'île militairement. clairement. Mais en fait, le Taïwan est avant tout une usine de microprocesseurs avant d'être un pays. Mhm. C'est le premier producteur mondial. Oui, absolument. La disparition de, 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 de l'usine de fabrication risque de changer le monde. Et donc, ça pourrait motiver la Chine à intervenir dans ce sens-là. Elle est en train de se préparer à le faire. Au lieu de le faire en 2028, 2030, 2035, elle le fera peut-être incessamment. D'accord, donc c'est ce qui rend justement ce genre de politique extrêmement dangereuse Incendiaire, parce qu'en incendiaire. fait si j'ai bien compris votre avis, c'est que ça c'est l'apparence de c'est la guerre commerciale et tout, mais en réalité la trame ou la lame de fond c'est une question stratégique et de sécurité nationale. C'est pour ça que Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en imposant en plus des tarifs douaniers à Taïwan, je crois qu'ils leur ont imposé 37% à eux oui oui aussi, oui. voire même plus qu'à la Chine. Les États-Unis sont en train de fragiliser l'île et peuvent pousser à l'union, peuvent pousser parce qu'il y a beaucoup de voix à l'intérieur de Taïwan qui voudraient l'union avec la Chine, une union douce, une intégration douce à la Chine. Bon, bien sûr, elles sont contrecarrées par les politiciens ATIP, mais surtout par l'influence américaine. Mais ça peut renforcer cette idée-là, ça peut donner des idées à la Chine pour envahir le pays et ça peut déclencher, comme je vous l'ai dit, une véritable guerre régionale parce que une invasion de Taïwan menacerait le Japon, pourrait pousser le Japon et la Corée du Sud à une intervention aussi. De toutes les manières, le climat mondial est délétère. On pourrait assister à un horizon très, très proche à une relance de la nucléarisation de l'Asie du Sud-Est avec la Corée du Sud et le Japon s'engageant dans la course à la bombe atomique pour justement se prémunir d'une confrontation avec Pékin. Donc, voyez les conséquences de petites Absolument. décisions de commerce international introduites par Donald Trump.
Maintenant, j'aimerais bien qu'on se concentre un peu sur l'impact des décisions de Trump, que ce soit les sanctions ou les droits de douane, sur le complexe militaro-industriel américain. Alors, les sanctions et les droits de douane visent donc normalement à renforcer le leadership technologique des États-Unis. Euh, de nombreuses entreprises américaines, à contrario, risquent de perdre des revenus importants parce que la Chine est l'un des plus grands marchés justement pour les produits semi-conducteurs. Et les grandes entreprises telles que Intel, par exemple, Qualcomm ou Nvidia tirent entre 15 à 25 de leur chiffre d'affaires de leurs ventes en Chine. Alors, les restrictions d'approvisionnement peuvent entraîner déjà une baisse des revenus des entreprises américaines, perte du marché chinois comme l'une des principales sources de demande. Et puis, il y a une menace à long terme sur leur programme de recherche, alors que justement les États-Unis souffrent de ça énormément et d'innovation en raison de la réduction des ressources financières. Alors, l'un des risques les moins évidents pour les États-Unis est que les interdictions pourraient encourager justement le développement de chaînes d'approvisionnement alternatives échappant au contrôle américain. Et par exemple, dans le cadre des sanctions, la Chine renforce sa coopération avec des fournisseurs d'autres pays comme la Corée du Sud, Taïwan, le Japon. Et ces restrictions accélèrent également les efforts de la Chine pour développer ses propres technologies et réduire sa dépendance aux équipements militaires, aux équipements américains. Et ainsi, à long terme, les États-Unis eux-mêmes pourraient contribuer à l'émergence d'un concurrent plus fort sur le marché mondial des semi-conducteurs. Alors, Akram Khaliev, comment se jouent justement ces contradictions et est-ce que ce risque-là qui est encouru par l'industrie militaire américaine est réel? Et puis, la résilience, par exemple, de l'industrie russe après les sanctions occidentales, après le début de l'opération spéciale en Ukraine, est un exemple édifiant par rapport à ça. C'est-à-dire tout ce que la Russie avant ne peut importer et avec lesquels les choses qu'on a utilisées comme une arme pour la sanctionner, la Russie actuellement le fabrique ou le produit chez elle. Oui, donc il y a plusieurs paramètres dans votre question, plusieurs questions d'ailleurs dans votre question. Avant d'y répondre, j'aimerais ajouter aussi une autre éventualité, c'est que la Chine, pour contourner ses sanctions, utilise des pays tiers comme plateforme d'assemblage, de montage, etc., avant d'envoyer aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va exposer beaucoup de pays qui ne sont pas industriels, ils vont les exposer à de l'influence chinoise, à l'industrie chinoise, et peuvent les perdre. En fait, ils vont transformer ces pays-là d'acheteurs purs en pays d'où il y aura aussi de l'importation. Et ça, ça ne joue pas en la faveur de la balance commerciale des États-Unis. Économiquement, en fait, les États-Unis sont en train de remettre en question un concept logistique et industriel mondial qui est établi depuis une trentaine d'années maintenant. Quelqu'un va devoir payer ça, payer le prix de cela. Ce quelqu'un sera probablement les États-Unis. Parce que en bouleversant la chaîne logistique de cette façon, euh, en n'ayant pas de stock, là je vais revenir à votre question concernant l'industrie d'armement. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec toutes les donations faites par les États-Unis à l'Ukraine en matière d'armes, les stocks des États-Unis On épuisé. en munitions et en armement sont très très minces. Donc, n'ayant pas de stock, devant répondre à une désindustrialisation européenne et donc produire plus, les États-Unis sont en train de s'infliger des contraintes supplémentaires qui sont totalement innécessaires. Et là, c'est toute l'industrie tout le complexe militaro-industriel américain qui est en train de se préparer à une grande souffrance et à un très grand stress parce que, un, ils n'ont pas eu de stock pour financer
des investissements, donc de stock à vendre pour financer des investissements. Ils n'ont plus accès à de la matière première à bas prix, notamment de l'énergie et des ressources comme les terres rares. Ils n'ont plus accès à certaines technologies industrielles qui sont détenues par la Chine et qui probablement, faut pas oublier que beaucoup de puces, d'équipements, de sous-ensembles sont produits en Chine, hein, et sont Mhm. utilisés aux États-Unis dans des missiles, dans d'autres équipements. Donc, euh, parce que on a tendance à penser qu'un système, un équipement militaire américain est fabriqué à 100% aux États-Unis. C'est faux. Mhm. Et même s'il est, si on le décortique et qu'on le décompose et qu'on ne trouve que des équipements fabriqués par des sociétés américaines, ces mêmes sociétés américaines utilisent un parc informatique made in China, utilisent un parc de vidéosurveillance made in China, des téléphones made in China, etc. Donc la Chine est présente. Mhm. Que l'on veuille ou non, dans le processus industriel du complexe militaire américain, la Chine est présente. Donc, en faisant ce qu'elle est en train de faire, donc, elle s'expose à une incapacité à investir, à une incapacité à produire à très court terme et à renflouer les stocks. Vous l'avez dit, vous avez donné un bon exemple qui est celui de la mer Rouge, donc de la Mhm. confrontation Avec les Houthis. avec les Houthis. Les États-Unis ont une quantité très très limitée de missiles antiaériens. Mhm. Aujourd'hui, la guerre d'attrition qu'est en train de subir les États-Unis est en train de jouer en sa défaveur. Il ne faut pas penser que Washington a 10 000, 20 000, 50 000 missiles. Elle a de quoi équiper au mieux toute sa flotte avec une volée de missiles. Donc, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se mettre militairement en danger. Surtout si demain, on a une confrontation entre la Chine et les États-Unis via Taïwan interposé. C'est un risque majeur qui est en train de Ou prendre l'Iran aussi, ils sont en train ou de l'Iran, ou l'Iran, effectivement. Mais bon, je ne pense pas que l'Iran se positionne euh, en tant qu'attaquant. Il sera plutôt, l'Iran devra se défendre contre une attaque américaine. Mais dans le cas de la Chine, les États-Unis vont être, eux, dans le cas dans la position de la partie qui se fait attaquer. Donc, on est face à une problématique mathématique de ressources, de gestion des ressources qui est un véritable casse-tête et qui me pousse à croire que tout ceci, toute cette prise de risque est une sorte de bluff, est un épiphénomène qui peut-être est lié plutôt à des magouilles financières, à de l'influence sur les bourses mondiales, plus que à des décisions véritablement politiques. On a vu Donald Trump reculer sur plusieurs choses lors de son très court mandat, son très court début de mandat. On l'a vu promettre des choses et faire le contraire, dire des choses et faire le contraire, reculer, avancer. Donc, je pense que cette décision-là n'aura pas Mais aussi, d'avenir. est-ce que justement cette sorte-là d'incohérence, un coup je sanctionne, un coup je sanctionne pas, mais tout, mais c'est-à-dire que en faisant un peu renchérir les pressions et tout, mais la réalité, c'est ce que vous expliquez par rapport aux chaînes d'approvisionnement, la production, la recherche, c'est-à-dire et le développement. Cela va avoir un effet très négatif sur ça Et c'est pourrait pour les ça que, perturber. c'est pour ça que je pense que c'est de la manipulation financière plus que de la véritable décision stratégique, hein. Parce que le marché financier a horreur de l'instabilité, a horreur des décisions contradictoires et il a pour, comment dire, il a véritablement comme noyau cette composante de stabilité sur le long terme pour permettre un accroissement lent mais continu des investissements et donc du profit. D'accord.
Alors, en réponse aux sanctions américaines, la Chine met en œuvre aussi donc ses propres mesures visant à interdire les activités des entreprises américaines. Alors, les principales cibles des sanctions chinoises incluent les entreprises américaines du secteur justement de la défense, et l'un des plus grands marchés. Il faut bien rappeler que la Chine est l'un des plus grands marchés de Boeing, euh, à qui la Chine a imposé des restrictions sur les livraisons des avions, notamment après l'aggravation des tensions commerciales et politiques. Et cela a eu un impact sur les performances justement financières de l'entreprise et actuellement même sur la production, la qualité du produit. Boeing n'arrête pas d'avoir des problèmes dans ses avions, qui a également a été confronté donc à des difficultés internes en raison de beaucoup de facteurs, y compris alors que ça s'ajoute à la crise de la COVID-19 qui a perturbé énormément les chaînes de production. On a aussi la société américaine spécialisée dans la production d'avions militaires, de systèmes de défense anti-missiles et de technologie spatiale. Lockheed Martin s'est vu imposer aussi des sanctions par la Chine liées aux ventes d'armes à Taïwan. Et les restrictions comprennent donc une interdiction d'achat de produits et de composants, ce qui crée aussi des difficultés pour les chaînes d'approvisionnement de l'entreprise. On a Raytheon Technologies, l'une des plus grandes donc, entreprises mondiales US engagées dans le développement et la production d'équipements pour les industries aérospatiales et de défense, a également été frappée des sanctions pour des ventes d'armes à Taïwan, ce qui a aussi nuit à ses perspectives sur le marché chinois. Alors, Karam Khariev, ces mesures qui visent à réduire la dépendance aux importations en provenance des États-Unis et à soutenir l'industrie nationale chinoise vont-elles s'accentuer dans le contexte actuel, aggravant encore plus les problèmes des entreprises américaines ou comme vous dites, parce que là, c'est réel, hein, l'impact est réel. Donc, comme vous dites, c'est juste un jeu disons, d'illusionniste dans le marché financier et que finalement, on pourrait revenir à bon sentiment pour la coopération entre les deux pays. Non, j'exclus que sur le domaine technologique, notamment militaire, la Chine rétropédale. La Chine est dans une dynamique de croissance dans ce domaine-là et va tout faire pour empêcher les États-Unis d'entrer sur son marché. Parce qu'elle a déjà un marché captif qui est énorme et qui est un marché d'avenir. Donc, elle va tout faire pour continuer à empêcher ces grands leaders du complexe militaro-industriel d'entrer sur ce marché. Ce qui est intéressant, c'est que le véritable risque, vous étiez en train de citer Boeing. Boeing, ce n'est pas que de la construction d'avions, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces de rechange. Mhm, Et je vous le disais en début d'émission, on a des lois sur la propriété intellectuelle qui sont en train de sauter en Chine. On peut se retrouver avec un marché mondial euh, inondé de pièces de rechange chinoises pour les avions, pour les bateaux, et là, c'est un véritable manque à gagner que va subir le complexe militaro-industriel et, industriel technologique américain sur ces secteurs clés que sont l'aéronautique. C'est un véritable problème auquel va devoir faire face les États-Unis. On l'a vu où? On l'a vu en Russie et en Chine. Ces deux pays sous sanctions depuis plusieurs années réussissent à produire de la pièce de rechange et donc à échapper au diktat des compagnies américaines. Imaginez si la Chine offre un moyen démocratisé d'avoir accès à de la pièce de rechange pour les avionneurs, pour les compagnies aériennes un peu partout dans le monde. mhm. Et il y a aussi une chose que j'aimerais vous demander. Alors, c'est de droit de douane, les sanctions et tout. Selon Trump, elle vise à ramener les entreprises qui ont délocalisé vers les pays asiatiques aux États-Unis. Mais le problème, euh, c'est que il n'y a plus la main-d'œuvre nécessaire. Ça, c'est les grands patrons américains qui le disaient. Steve Jobs
Lui-même, quand on lui a demandé pourquoi il a délocalisé la fabrication de ce téléphone en Chine, il a dit, mais nous n'avons plus d'ingénieurs ou nous manquons énormément d'ingénieurs. Et ça, je ne parle pas des techniciens ou de la main-d'œuvre. Et ça, en plus de l'infrastructure qui est complètement dans un état de délitement. Donc, supposons que ces entreprises reviennent. Il y a des entreprises qui reviennent. Dans quelles conditions elles vont justement produire? C'est-à-dire, en plus des pertes qu'elles encaissent à cause de toutes ces sanctions et des mesures de rétorsion, comment elles vont faire pour produire rapidement? Elles ne vont pas pouvoir faire à moins de réinstaurer l'esclavage aux États-Unis. Je ne vois pas comment elles vont pouvoir faire. D'autant plus que Trump a une politique migratoire qui est contre l'accueil de main-d'œuvre étrangère. L'économie américaine va se retrouver à court de main-d'œuvre de petites mains qui pourront tenir des lignes de production. Pour le jeu impossible. Euh, Trump veut rendre le jeu complètement impossible pour toutes les compagnies dans le monde, hein, Mhm. en supprimant à la fois la chaîne de distribution et en augmentant les tarifs douaniers. Trump est en train de bloquer toute l'usine mondiale pour permettre une illusion de relance économique aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas faisable. D'autant plus qu'on va le faire payer encore une fois au reste du monde qui ont payé les frais très chers de la domination du dollar et de l'imposition de la mondialisation, y compris par la guerre, hein, les moyens de la guerre. Alors maintenant, puisque ça n'arrange plus les desseins de la cuisine américaine, donc on veut encore une fois faire payer ça au reste du monde. Alors, pour continuer sur ce sujet-là, la Chine donc, est l'un des plus grands marchés pour les entreprises américaines. Les restrictions d'accès donc aux commandes chinoises, notamment dans les secteurs de l'aviation et de la défense, nuisent aux revenus donc des entreprises comme Boeing. Et il s'agit d'un coup dur pour l'industrie américaine dans un environnement hautement compétitif. C'est ce que vous venez d'expliquer. Alors, la concurrence avec les alternatives chinoises est également croissante. C'est à ça que je voulais en venir, parce que les restrictions sur la vente de produits à la Chine stimulent le développement d'analogues nationaux. Par exemple, la montée en puissance des constructeurs aéronautiques chinois, Comac par exemple, pourrait à terme affaiblir ou même anéantir carrément le marché de Boeing en Asie, voire dans le monde, si l'on ajoute le retour de l'aviation civile russe aussi. Euh, qui sont en train de fabriquer des avions de ligne civile. Et l'introduction donc de sanctions ou de droits de douane contre les États-Unis est devenue un précédent pour d'autres États qui voient donc un outil pour faire pression sur des partenaires finalement peu fiables parce que ils profitent quand les règles les arrangent et quand les règles ne les arrangent pas, ils les fichent en l'air. Et cela donc crée donc en plus de ça des obstacles supplémentaires au marché mondial et pour les entreprises américaines. Alors, en conséquence, les États-Unis tentent de maintenir soi-disant leur leadership en utilisant des sanctions contre les entreprises, qu'elles soient chinoises ou ailleurs, tandis que la Chine utilise donc ces contre-mesures pour contenir la présence américaine. Alors, une telle évolution, à votre avis, entraînera-t-elle une polarisation accrue de l'économie mondiale, une forte incertitude dans les chaînes d'approvisionnement auxquelles réagiront également les acteurs tiers d'autres pays? C'est-à-dire, la chose ne va pas se restreindre uniquement à un jeu bipolaire ou tripolaire entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis et la Russie, mais vraiment, et quelles conséquences dans ce cas donc pour l'industrie militaire américaine? Bon, on va assister petit à petit à une brexisation de l'économie mondiale, avec la Chine qui va emporter avec elle d'autres pays dans son sillage, qui va essayer de créer de nouveaux marchés, de nouvelles concentrations de forces économiques,
de nouvelles concentrations de forces de production industrielle, et ça, un peu aux dépens des États-Unis. Sur le court terme, ça peut paraître intéressant pour les États-Unis, mais sur un moyen et long terme, on va se retrouver dans une situation où les États-Unis vont se déconnecter complètement de cette planète. Ça va accentuer leur isolation, et cela peut-être est en train de sonner la cloche du début du retour de l'isolationnisme des États-Unis, comme cela fut le cas au 19e siècle. C'est une stratégie qui n'est pas mauvaise pour les États-Unis parce que Washington dépense énormément d'argent pour euh, être le gendarme du monde et appuyer son leadership. Ce sont d'autant de ressources qui seront économisées par Washington, mais c'est un pari très risqué parce que cela pourrait complètement déconnecter les États-Unis du reste du monde, de l'économie mondiale, et appauvrir ou ralentir le rythme de modernisation de ce pays. D'accord. Alors, et la dernière partie, j'aimerais bien donc vous poser une question, vous qui connaissez très bien les pays africains. Donc, dans ce cas, avec en vue, c'est-à-dire l'augmentation encore des prix de l'armement américain ou occidental en général, parce que même les pays européens, même s'ils relancent l'industrie, ils sont encore dans les mêmes conditions qui ne vont pas leur faciliter la tâche. Quels sont les pays qui coopèrent militairement avec les États-Unis ou les Européens et comment vous estimez leur tendance actuelle dans cette coopération, surtout si les prix donc explosent dans le matériel qu'ils ont l'habitude d'acquérir au prix de ces partenaires occidentaux. En dehors en dehors de quoi? Du Maroc euh, et, euh, et euh, L'Afrique du Sud, je euh, crois, le non, non, Nigeria. en dehors du Maroc essentiellement et de l'Égypte, qui sont des pays subventionnés par Mhm. les États-Unis, l'industrie militaire américaine euh, ne, ne- ne prospère pas en Afrique. Je pense que le pari industriel américain est sur une reconquête de l'Europe et sur un réapprovisionnement, un remplissement des stocks européens perdus, dilapidés lors de la guerre en Ukraine, plus que le marché africain, parce que s'adapter au marché africain va correspondre à une sorte de sacrifice sur les prix, une adaptation des prix qui va nuire au projet américain de s'enrichir sur le dos des marchés captifs que sont l'Union européenne. Donc, je ne pense pas que dans leur stratégie, ils incluent l'Afrique pour le moment. D'accord. Et alors, par rapport à l'Union européenne, comment voyez-vous ce plan-là de réarmement qui est annoncé dans une situation donc de site de douane, de sanctions, de manque d'énergie, et en plus de désindustrialisation, parce qu'on a l'impression, dans les médias occidentaux, on pense que une fois qu'on a décidé de mettre, par exemple, 800 milliards ou 1000 milliards, le lendemain, l'argent se transforme en équipement militaire. Mais c'est- c'est- ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est pas parce qu'on a mis 1000 milliards, par exemple, que tout de suite après, surtout s'il s'agit d'envoyer des armes à l'Ukraine, que tout de suite après, cela se transforme. Alors, dans ce jeu-là, à votre avis, est-ce que le complexe militaro-industriel européen a une chance de renaître de ses cendres ou est-ce que il va continuer à être arrimé justement juste au complexe militaro-industriel américain, notamment s'il reste dans la structure de l'OTAN? Non, le pire, on risque de voir les pays de l'Union européenne céder à la tentation d'aller voir ailleurs, hein. L'Europe n'a pas de capacité de réindustrialisation rapide, surtout vis-à-vis de la cherté de la main-d'œuvre et aussi de la cherté de l'énergie. Donc, l'Union européenne est condamnée à court terme et à moyen terme à acheter.
Je pense qu'avec ces tarifs douaniers, avec ces problèmes de relations avec les États-Unis, les Européens vont être contraints d'acheter ailleurs, d'acheter en Turquie, d'acheter en Pologne, d'acheter en Corée Sud, du comme Sud. le fait aujourd'hui la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, qui sont devenus de très gros acheteurs de ce pays-là, aux dépens des États-Unis, d'acheter même à la Chine et voire même à la Russie. On voit des pays comme la Serbie qui achètent des équipements de défense aérienne à la Russie et à la Chine. Donc, les États-Unis risquent, en prenant ce pari, de, encore une fois, se tirer une balle dans le pied et favoriser l'émergence de nouveaux producteurs moyens, voire grands, comme la Chine, la Corée du Sud, la Turquie et d'autres pays encore. Et alors, dans ce cas-là, comment peut-on voir la suite pour le rôle des États-Unis au sein de l'OTAN? Et est-ce que finalement, in fine, l'OTAN a encore des chances de survivre si les États-Unis cassent cette relation ombilicale enfin, de tout leur secteur de défense avec le secteur de défense européen? Bah, je le disais tout à l'heure, hein, on a le risque que Donald Trump siffle la fin de la mondialisation vue par Washington et siffle le retour de tout le monde à ses frontières. Et donc la fin de l'OTAN, la réduction, la diminution de l'effet de l'OTAN et un isolationnisme américain, une nouvelle ère américaine euh, complètement fermée où les États-Unis se contenteront d'un développement local, interne, d'un marché interne et s'enrichiront entre eux en faisant très peu de commerce avec l'étranger. Ils en ont les capacités, ils n'en avaient pas la volonté, ils l'auront peut-être, ils jetteront peut-être l'éponge. C'est de la politique fiction, mais c'est tout à fait possible. Mais alors, une dernière question. Si ça est vraiment possible, est-ce que c'est dans ce cadre-là que les déclarations de Trump quant à l'annexion du Canada, du Mexique, du Groenland au Danemark, la reprise du contrôle du canal de Panama, est-ce que c'est une façon de dire que nous avons intégré en fait que l'empire américain est fini et que les États-Unis peuvent être une grande puissance, mais une grande puissance régionale. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle veut se donner les moyens, justement, de ce statut. Tout à fait possible de rêver les Américains rêvent peut-être d'une nouvelle Amérique beaucoup plus grande et autosuffisante et totalement déconnectée du reste du monde. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est réaliste, par exemple, sur les questions de Canada et le Greenland, par exemple? Est-ce que c'est possible? C'est difficilement réalisable, je pense, en l'état actuel, mais bon, ils arrivent quand même à en rêver. Et on le voit hein, concrètement, Donald Trump le propose et continue à le proposer. Non, parce que le Groenland, par exemple, c'est un très grand gisement, justement, une région qui est très, très riche en terres rares. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Akram Khaliev, je vous remercie pour toutes Merci à vous. ces analyses et tous ces éclairages. J'espère que que nous avons un peu mis les projecteurs sur toutes ces contraintes et sur tous ces dangers-là de cette nouvelle politique douanière que les Américains tentent de faire payer au reste du monde, encore une fois. Et alors, et comment les choses pourraient évoluer en suivant les dynamiques réelles sur le terrain. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. À bientôt. Merci.